Alors, en ce qui me concerne, eh bien, je suis français. J'ai fait à peu près toutes les grandes études qu'on peut espérer en France. C'est-à-dire, j'ai fait une école qui s'appelle l'école polytechnique, une autre qui s'appelle les HEC où j'ai eu un MBA avec félicitations, et puis l'école des sciences politiques de Paris, qui est aussi une école réputée qu'on connaît bien. À partir de là, je suis devenu fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire du ministère de la Défense parce que j'avais une graduation d'ingénieur de Engineering Corps de la Défense. Et au bout de quelques années, j'ai quitté le ministère pour entrer dans la banque où je me suis occupé de financements internationaux dans une banque française d'État que j'ai quitté pour créer ma propre entreprise qui s'appelle EXA International, qui existe encore aujourd'hui, puisque nous fêtons cette année le 50e anniversaire de notre société. Et j'ai commencé à m'occuper de la promotion des échanges internationaux, d'abord avec l'Union européenne, et ensuite avec les grandes multinationales, et ensuite avec les grands États. Ce qui fait que nous avons acquis dans l'entreprise une expérience multinationale du développement économique, industriel, parce que nous nous sommes occupés surtout d'industrie et des matières premières. De cette manière-là, nous avons commencé à travailler au Brésil, ensuite en Afrique, ensuite en Indonésie, beaucoup au Japon, jusqu'à ce qu'en 89, nous abordions l'URSS. Et depuis une vingtaine d'années, nous avons travaillé pour développer l'industrie soviétique, l'industrie russe ensuite, en essayant de lever des financements auprès de syndicats de banques internationaux pour aider ces entreprises, en leur demandant de prendre l'engagement, demandant aux dirigeants de prendre l'engagement de consacrer les fonds des produits exportés à la modernisation de leur entreprise et non pas à leur enrichissement personnel. Engagement que certains ont pris, ce qui nous a permis de les aider et d'arriver à rénover leurs entreprises et à les hisser au niveau mondial. Mais malheureusement, ça s'est arrêté aux entreprises de matières premières, de transformation de matières premières, et ça n'a pas pu se faire avec les entreprises industrielles traditionnelles parce que la qualité des produits fabriqués ne permettait pas, même s'ils étaient bon marché. Nous avons fait par exemple des expériences d'exportation d'automobiles russes en 4x4 au Brésil. Ça correspondait très bien aux besoins brésiliens pour l'Amazonie. Mais les expériences que nous avons faites en exportant quelques centaines de véhicules nous ont montré que la fiabilité de ces véhicules ne permettait pas de développer le marché. Ça, c'est la grande faiblesse de l'Union soviétique que nous avons essayé à notre mesure et à notre échelle de corriger, mais qui est extrêmement difficile parce que c'est un problème de culture industrielle. L'industrie soviétique et russe est capable de fabriquer d'excellents prototypes, mais elle n'arrive pas à passer du prototype excellent à la série excellente. Quand on passe du prototype à la série en Russie, en général, la série est d'une qualité tout à fait médiocre. J'ai commencé à m'intéresser à l'URSS en 89 au moment de la chute du mur. Et il se trouve que par des relations de ma femme, j'ai pu être introduit auprès de l'Académie des sciences, section économie à Moscou. Et j'ai connu par conséquent toute la classe d'économistes qui à l'époque demandaient la libéralisation du régime économique de l'Union soviétique, c'est-à-dire les apôtres de ce qu'on appelait la perestroïka. Et en travaillant avec eux, j'ai pu rencontrer et travailler avec les membres du gouvernement de Gorbatchev et son premier ministre, son dernier premier ministre qui s'appelait Valentin Pavlov. Et Valentin Pavlov voulait faire un programme pour la désétatisation de l'économie qu'on a appelé le plan des 500 jours. Il voulait désétatiser l'économie soviétique en 500 jours et m'a demandé de travailler avec une équipe d'économistes sur ce plan, ce que j'ai fait.
Et nous avons commencé donc à travailler avec une brochette d'économistes de l'Académie des sciences de l'URSS. Pendant que nous faisions ce travail, la situation se détériorait en Russie. Finalement, elle a abouti au coup d'État de 1991 et à la démission de Gorbatchev à la fin de l'année 91 et la dissolution de l'Union soviétique et l'émergence de la Russie sous la direction de Boris Yeltsin. Et notre plan des 500 jours a donc été abandonné. Jeffrey Sachs, l'Américain Jeffrey Sachs, est arrivé, envoyé par Washington, et a proposé de lancer une action de choc, ce qu'on a appelé la thérapie de choc. Et donc le plan des 500 jours a été abandonné au profit d'une thérapie de choc qui était en fait une privatisation instantanée de l'économie soviétique. Donc il y a eu toute une série de tout ce qui ne dépendait pas du secret d'État a été privatisé en même temps avec la méthodologie que nous avions proposée, c'est-à-dire que l'on avait proposé de distribuer au personnel des entreprises des vouchers qui permettaient d'avoir accès à des actions de l'entreprise. L'idée, c'était que les salariés de l'entreprise, les employés, soient actionnaires de leurs entreprises et qu'ensuite ils s'arrangent entre eux pour la gérer. Enfin, on était dans la perspective d'une sorte de cogérance, si vous voulez. Et ces vouchers donc ont été émis. Le problème, c'est qu'entre-temps, Yeltsin est arrivé et Jeffrey Sachs a dit mais ces vouchers, nous, on va organiser une bourse et vous pouvez les vendre comme vous voulez. À partir de ce moment-là, les dirigeants des entreprises, parce que le vouchers n'avait aucune valeur, ça valait 1 kopek, ça pouvait valoir 1 rouble, ça pouvait valoir 1000 roubles, on n'en savait rien. Mais les dirigeants des entreprises ou des personnalités appartenant au monde des jeunesses communistes, en général, c'était des secrétaires généraux de fédérations de jeunesse communiste, donc c'était des parents, des enfants, des petits-enfants, des membres du comité central du Parti communiste, puisque tout ça se passait en famille, se sont portés acheteurs de vouchers auprès d'ouvriers, d'une centaine de milliers d'ouvriers qui n'avaient aucune idée de ce que pouvait valoir le vouchers, donc ils ont proposé 1 kopek ou 2 kopeks, et ils sont devenus majoritaires dans des entreprises en ne dépensant pratiquement rien. Et on a vu apparaître la classe des oligarques. Donc des gens qui étaient propriétaires d'entreprises sans avoir investi dans ces entreprises et au mépris de toute la politique qui était qu'il fallait que les membres des entreprises, les employés des entreprises participent à ce capital. Donc le capital avait quitté les mains des entreprises, il avait quitté les mains de l'État, puis quitté les mains des employés pour arriver entre les mains de quelques individus, 200 ou 300, qui ont trusté l'industrie russe, et en particulier la partie de l'industrie qui était productrice de devises. Et c'était là que c'était intéressant, parce que vous aviez des entreprises qui avaient une activité interne et qui travaillaient en roubles, qui achetaient en roubles et qui vendaient en roubles. Pour eux, ça n'avait aucun intérêt. Ce qui était intéressant, c'était d'acquérir des entreprises exportatrices pour lesquelles on pouvait laisser une partie des recettes dans des banques européennes ou américaines. Donc, ce qui a été privatisé en priorité, c'est tout ce qu'il y avait à faire avec les matières premières. Les matières premières exportables, évidemment. Donc, c'était les métaux, l'aluminium, le nickel, et puis le gaz et le pétrole. En dehors de Gazprom, qui est resté une entreprise d'État, tout le reste a été, toutes les entreprises de pétrole ont été nationalisées. Agambegyan avait commencé à travailler sur un plan qui lui avait été demandé, c'était le plan des 400 jours. Et l'habitude dans l'Union soviétique, c'était que quand il y avait un grand projet, on mettait 2 équipes. Allô ?
Oui, oui, Vous je vous entends. m'entendez? Bon, on mettait, maintenant je ne vous vois plus, mais voilà, on mettait toujours deux équipes en compétition. Et Gorbatchev, on a fait, Sakharov raconte ça pour le développement de la bombe à hydrogène soviétique. Il y avait deux équipes qui travaillaient en compétition. Bon, là, on a retrouvé la même chose. Gorbatchev a mis en compétition une équipe qui était l'équipe d'Agambéguian et l'équipe de Chataline. Moi, je faisais partie de l'équipe de Chataline. On s'était associé avec des prix Nobel, un prix Nobel deux prix Nobel d'économie, un français et un américain. Et on avait donc travaillé. Et finalement, le plan d'Agambéguian n'a pas été retenu par Gorbatchev, qui a retenu le plan des 500 jours, parce qu'il considérait que le plan d'Agambéguian était trop libéral. Et nous, avec un petit peu sous mon influence et l'influence française, on est dans une économie en France qui est un peu mixte, étatique et en même temps libérale. Je leur avais dit, je ne pense pas qu'on puisse convertir l'économie soviétique en économie libérale comme ça. Il faut faire une économie socialo-libérale, social-démocrate en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on avait été très prudent sur la partie privatisation, en disant attention, si on va trop vite, ben les privatisations, elles vont se faire au profit de quelques types qui vont mettre l'argent à l'étranger et il n'y aura plus d'investissement. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous, on travaillait comme ça et on a mis au point le système de distribution de vouchers. Donc on a géré la distribution des vouchers et quand le coup d'État anti-Gorbatchev est arrivé et que l'URSS s'est dissoute, les vouchers existaient. Ils avaient été émis. Le personnel de toutes ces entreprises était propriétaire de vouchers. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'on pouvait en faire. On n'avait pas eu le temps de faire la pédagogie, si vous voulez. Et on n'a pas eu le temps d'organiser le marché. Ce qui fait que le marché a été confisqué par ce qu'on a appelé les futurs oligarques, qui étaient souvent les patrons des entreprises. Mais pas seulement. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui n'étaient pas les patrons des entreprises, mais qui étaient alliés avec la Banque centrale. Et alors, ces gens-là, pour arriver à payer, parce qu'il fallait quand même payer un minimum, quelques copecs, et personne n'avait d'argent du reste à cette époque-là. L'argent appartenait aux banques, appartenait aux entreprises, mais personne n'avait d'argent. Ils avaient quand même besoin d'un peu d'argent, donc ils ont, grâce les banques avaient des capitaux minuscules qu'on appelait les pocket banks. À l'époque, on appelait ça les pocket banks. Et d'un seul coup, on a vu apparaître un millier de pocket banks, de banques virtuelles, si vous voulez. Et ces pocket banks avaient comme seul intérêt de pouvoir tirer de l'argent de la Banque centrale, la grosse banque. Et tout ça a été fait en accord avec le gouverneur de la Banque centrale que je connaissais par ailleurs. Et ces pocket banks, empruntant de l'argent à la Banque centrale, ont pu payer les vouchers des ouvriers et devenir propriétaires. Et jusque-là, on pouvait considérer que ça pouvait aller, mais les pocket banks, elles avaient emprunté, il fallait donc qu'elles remboursent. Et ça s'est passé 5 ou 6 ans plus tard. Quand il a fallu rembourser, quand la Banque centrale a dit bon, ben maintenant je vous ai prêté de l'argent, remboursez-moi. L'argent n'était pas là, l'argent était parti à l'étranger, et les pocket banks ne pouvaient pas rembourser, donc elles se sont mises en faillite. Et se mettant en faillite, elles n'avaient plus besoin de rembourser la Banque centrale. Mais par contre, l'oligarque qui était derrière ça gardait la propriété des actions des entreprises qu'il avait acquises. Bon, vous voyez, ça a été en plusieurs véritables mises à sac de l'industrie russe, soviétique et russe, par des gens avec la complicité du comité central du parti et de la Banque centrale. Ben, la leçon que je tire aujourd'hui, c'est que l'erreur initiale de Yeltsin n'a pas été corrigée. Il y a eu un essai de correction avec Khodorkovsky. Quand le Khodorkovsky a été arrêté, parce que lui, c'était le symbole même de ce système que je vous décris. Khodorkovsky était un petit-fils d'un grand dignitaire de l'Union soviétique, membre du comité central, et qui avait créé une banque
une de ces pocket banks dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelait Menatep. Et cette banque Menatep a mené une politique extrêmement agressive vis-à-vis des déposants russes, en arrivant à convaincre que la période du cash était terminée, que maintenant il fallait avoir un compte en banque et payer avec des chèques ou avec des cartes de crédit. Alors, elle a réussi à drainer quelques centaines de milliers de gens qui ont ouvert des comptes chez elle, mais en même temps, elle rachetait des entreprises soviétiques, en particulier Rosneft, qui a été la grande entreprise de Khodorkovsky. Et au moment où il a fallu rembourser la Gosbank qui avait financé finalement l'acquisition, Menatep n'avait plus d'argent, n'avait plus que l'argent de ses déposants et l'argent de Khodorkovsky était à Londres. Tout était parti à Londres. Donc il a déclaré faillite et la banque Menatep a ruiné comme ça 200 000 déposants qui étaient des gens de la classe moyenne qui avaient mis leurs économies chez Menatep. Et c'est ce qui m'a paru particulièrement scandaleux, de me rendre compte que cette politique de Yeltsin, épaulée par les conseils de Jeffrey Sachs, a abouti à la déroute financière d'une classe moyenne qui venait juste d'émerger en Russie, qui n'existait pas avant, à l'époque soviétique, et qui était la classe des cadres d'entreprises ou des créateurs d'entreprises qui ont eu les ailes coupées par la faillite de la banque en question à laquelle ils avaient fait confiance. Cet exemple-là est caractéristique parce qu'il est apparu sur tous les écrans de télévision mondiaux. On a dit c'est scandaleux, les droits des hommes, les droits de l'homme sont bafoués. M. Khodorkovsky a été mis en prison parce qu'il était opposant de Poutine. La réalité est complètement différente. Il a été mis en prison parce qu'il a ruiné 200 000 personnes. Et ses partisans et ses agences de publicité à l'Ouest ont lancé un autre message qui était s'il a été mis en prison, c'est parce qu'il était opposant au régime. En fait, il n'était pas opposant au régime puisqu'il en profitait. Vous comprenez la manière, les oligarques ont acquis une puissance considérable en Occident grâce à l'argent qu'ils ont rapatrié en Occident. Et cette puissance leur a permis de se construire une image de partisan de la démocratie et une image de victime. Alors qu'en fait, ce n'étaient pas des victimes, c'était des prédateurs. Et les noms que vous voyez apparaître encore aujourd'hui de ces gens qui sont à Londres, à New York ou à Genève, eh bien, ce sont des gens qui sont des prédateurs. Et malheureusement, on ne peut plus aller en arrière aujourd'hui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que Poutine mette en place un système économique qui revienne à une conception plus socialiste, social-démocrate, si vous voulez, du libéralisme. C'est volontaire. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 3 ans, j'avais une grande activité. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. Bon, alors petit à petit, l'âge venant, j'ai passé le contrôle de cette activité à des collaborateurs et j'ai pu dégager du temps pour écrire ce livre, c'est tout. C'est tout, pas. Bon, il y avait une autre chose aussi, c'est que les principaux acteurs n'étaient plus là et que ça me donnait plus de liberté de dire ce que je pensais vraiment. Parce que je dis dans ce livre un certain nombre de choses que je n'aurais pas pu dire s'ils avaient été encore vivants. Parfait. Voilà. Donc le temps qui a passé m'a donné à la fois du temps et l'opportunité de dire ce que j'avais vraiment envie de dire. C'est pour ça que le livre a un aspect beaucoup plus posé que si ça avait été ça n'est pas un livre de combat, c'est un livre de témoignage. Tout à fait, tout à fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Exactement, je comprends tout à fait.
C'est le coup d'État qui a tout renversé. Parce que la situation était parfaitement sous contrôle avant. À partir du moment où le coup d'État est arrivé, il y a eu la conjonction de deux choses. La première, c'est un Yeltsin qui voulait asseoir son pouvoir et qui ne pouvait plus l'asseoir sur le Parti communiste puisqu'il avait dissous le Parti communiste. Donc il n'avait plus aucune base. Et qui a vu arriver autour de lui une bande de jeunes types qui étaient les secrétaires généraux des Komsomol. Le Komsomol, c'était les associations de jeunesse, c'était les scouts communistes, si vous voulez, pour aller vite. Et qui avaient faim, qui avaient envie de gagner de l'argent et qui avaient commencé déjà à en gagner. Et il s'est dit, au fond, c'est les seuls sur lesquels je peux m'appuyer parce qu'ils ont la puissance de l'argent. Donc on va les aider à faire de l'argent le plus vite possible et ils vont m'aider avec les fonds qu'ils auront gagnés. Et de notre côté, on s'est retrouvé avec ces jeunes types qui ont vu en Yeltsin la chance de leur vie, la fortune rapide. Les deux se sont conjugués. Et ça a été conduit en sous-main par Jeffrey Sachs, qui était lui directement en liaison avec la CIA. Et la CIA, vous voyez, dans cette pagaille, dans cette saignée de l'économie russe, un moyen d'affaiblir la Russie pour très longtemps. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. La saignée, le piratage, le pillage de l'économie soviétique et de l'économie russe a affaibli considérablement la Russie et a fait que, en quelques années, elle n'était plus du tout un danger pour les États-Unis. L'autre danger qui commençait à s'élever, c'était la Chine, mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Aujourd'hui, la Chine et la Russie ne se battent pas sur le même. Ils ne font pas par la même équipe, ils ne sont pas de la même division. La Chine est devenue tellement énorme que la Russie ne pèse plus rien à côté d'elle, sauf là comme réservoir de matières premières. Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, je ne sais pas si vous pouvez juste remontrer votre ouvrage, tout simplement, qui est le naufrage. Est-ce que vous me voyez là? Parce que moi, j'ai un bandeau sur votre visage, je ne vous vois plus. Moi, je vous vois. Moi, je vous vois. Vous me voyez bien? Oui, je vous vois très, très bien. Bon, ben, vous voyez, ça va. Donc voilà le livre. Est-ce que vous le voyez? Juste peut-être oui, parfait, excellent. Donc, excellent. Donc, le naufrage, de toute façon, on va le montrer. Donc, le naufrage de l'Union soviétique. Donc, il est disponible un peu sur tous les, on va dire, sur toutes les plateformes. Je ne vais pas faire de publicité, mais aux éditions transcontinentales pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur cette période, je veux dire, assez importante pour l'histoire de l'humanité parce que ça l'est effectivement. Merci beaucoup,